Il la traitait d'inutile, de honte. Une femme qui avait atteint son apogée au lycée et qui avait ensuite passé ses meilleures années en tant qu'épouse décorative et discrète, pour être ensuite mise de côté pour un modèle plus récent et plus brillant. Pour son ex-mari, Julian Sterling, elle n'était rien de plus qu'un joli fardeau écervelé dont il était enfin heureux de se débarrasser. Lui et sa nouvelle fiancée riaient de son petit emploi dans une galerie locale. Mais ils ne se sont jamais demandé pourquoi elle était si silencieuse ou pourquoi elle n'avait jamais demandé un sou lors du divorce. Ils étaient sur le point de le découvrir lors du seul événement où les réputations se font et se défont. L'arôme d'espresso brûlé et de jugement emplissait l'air. Eliza ajusta la simple manche gris tourterelle de son chemisier, son regard fixé sur une lithographie encadrée qu'elle ne voyait pas vraiment. Elle travaillait à la galerie Séraphin, un espace calme et élégant dans un quartier revitalisé du centre-ville, spécialisé dans le réalisme contemporain. C'était un emploi qu'elle avait recherché pour son anonymat. C'était, pensait-elle souvent, l'endroit parfait pour être invisible. Cet anonymat fut brisé au moment où Beatrice Sterling, son ancienne belle-mère, entra en coup de vent dans le café d'à côté où Eliza déjeunait. Flanquée d'elle se trouvait Victoria Thorne, la femme qui l'avait remplacée. Victoria n'était qu'angle vif, cheveux platine et l'éclat aveuglant d'un diamant de 10 carats que Julian, Eliza le savait, ne pouvait pas vraiment se permettre. Pas encore. « Oh, Eliza !» claironna Béatrice, sa voix dégoulinante de cette pitié mièvre qui pique plus que le venin. « Quel plaisir de te voir ici. Toujours au travail, n'est-ce pas? » Victoria, sirotant une boisson glacée qui semblait compliquée et chère, laissa ses yeux glisser sur le simple pantalon en lin et les ballerines d'Elisa. Un minuscule sourire parfait jouait sur ses lèvres. « Béatrice, ma chérie, sois gentille. C'est louable qu'elle essaie de, tu sais, contribuer. Après tout ce temps, c'était la décennie qu'Eliza avait passée en tant qu'épouse de Julian Sterling. Une décennie à organiser ses dîners impeccables, à aplanir sa personnalité abrasive auprès de ses clients, à gérer 2 foyers pendant qu'il construisait son empire. Un empire qui, elle le savait, était encore plus façade que substance. « C'est une jolie galerie, Béatrice, » dit Eliza, sa voix égale. Elle avait perfectionné l'art d'une façade placide. « Vous devriez passer. » Béatrice laissa échapper un rire cristallin et insincère. « Oh, ma chérie, je ne pense pas que nous ayons le temps. Julian est tellement occupé. Il est au seuil de quelque chose de monumental. Un accord qui mettra enfin Sterling Innovations sur la carte d'une manière d'une manière que tu n'aurais jamais pu comprendre. » Le partenariat avec Vance Holdings, ajouta Victoria, incapable de se retenir de se pavaner. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Ils sont terriblement discrets. Mais Julian, il obtient toujours ce qu'il veut. La main d'Eliza posée sur son sac fourre-tout se serra légèrement. Vance Holdings. Ce nom était un membre fantôme, une douleur avec laquelle elle vivait depuis toujours. C'est merveilleux pour lui, dit Eliza, sa voix d'un monotone parfaitement neutre. Elle se leva de sa petite table. Excusez-moi, je dois y retourner. Bien sûr, ma chère, dit Béatrice, la repoussant d'un geste de la main. Alors qu'Eliza se retournait, elle entendit Victoria chuchoter. Pas assez discrètement. Mon Dieu, tu imagines passer du monde de Julian à ça? Elle a l'air tellement épuisée. C'est pathétique. Il l'a vraiment portée pendant des années. Elle est totalement inutile sans lui. Eliza sortit du café, le dos droit. Le mot « inutile » résonnait dans ses oreilles. C'était le mot que Julian avait utilisé lors de leur dernière dispute brutale. Tu ne contribues à rien, Elisa. Tu n'as ni ambition, ni dynamisme. Tu es une sangsue, un ornement magnifiquement inutile. J'en ai assez. Elle l'avait laissé le croire. Elle l'avait même encouragé à le croire. Elle était partie de leur mariage, du penthouse stérile et minimaliste qu'il adorait,
avec rien d'autre qu'une seule valise et son nom de jeune fille. Un nom qu'elle gardait d'enterré, un secret si bien gardé qu'il l'avait presque étouffé. Elle avait quitté une cage dorée, pensa-t-elle en déverrouillant la porte de la galerie. Mais les barreaux, semblait-il, avaient une façon de la suivre. Elle souhaitait juste qu'il ne soit aussi convaincu de sa non-pertinence. C'était, ironiquement, la seule chose qui lui donnait encore du pouvoir. Juliane, Béatrice et Victoria la voyaient comme un fantôme, une non-entité. Ils n'avaient aucune idée que les fantômes, à leur manière, détenaient toutes les cartes. Ils ne pouvaient pas vous blesser, mais ils pouvaient certainement vous hanter. Et bientôt, elle soupçonnait que son hantise était sur le point de commencer. Julian Sterling arpentait son bureau, une boîte au mur de verre au 46e étage qui dominait la ville. Le bureau, comme sa vie, était un chef-d'œuvre organisé de design froid et moderne. Une seule orchidée dramatique trônait sur un bureau en acier brossé. Il n'y avait ni photo, ni désordre, juste un téléphone, un élégant moniteur et le bourdonnement de sa propre ambition implacable. Il temporise, s'énerva Julian, tirant sur le nœud de sa cravate en soie. Nous avons envoyé la proposition 3 fois. 3, et tout ce que nous recevons en retour est un email standard d'un parajuriste de Vance Holdings. Savent-ils seulement qui nous sommes? Gregory, son associé et le génie du codage derrière leur technologie, passa une main dans ses cheveux déjà ébouriffés. Ce sont Vance Holdings, Julian. Ce sont c'est une hydre de capital investissement de 200 milliards de dollars. Ils n'ont pas besoin de savoir qui nous sommes. Nous avons besoin qu'ils sachent. Et ils le sauront, dit Julian, sa voix tombant à une grogne basse et confiante. Il fixa son propre reflet dans la fenêtre. Il était beau, d'une beauté sévère avec une mâchoire ciselée. Il s'était forgé ce succès par sa volonté. Il avait rompu tout lien qui ne le tirait pas vers le haut. Cela incluait Elisa. « Dieu merci, j'ai coupé ce poids mort quand je l'ai fait », murmura-t-il à haute voix. Gregory leva les yeux, mal à l'aise. « Julian, Non, je suis sérieux », insista Julian, se tournant. Victoria le comprend. Elle comprend l'image. Elle est un partenaire dans cette affaire. Eliza, mon Dieu. Elle voulait juste, je ne sais pas, lire des livres et visiter des musées. Elle pensait que l'ambition était un gros mot. Elle m'aurait retenu de ça. Gregory, elle aurait dit que c'était trop agressif ou pas authentique. Elle était inutile. Gregory, qui avait toujours aimé Eliza, ne dit rien. Il se souvenait d'Eliza comme de celle qui apportait de la soupe au bureau lors de leur première session de codage nocturne, celle qui se souvenait de l'anniversaire de son enfant. Mais il savait aussi que l'ambition de Julian était ce qui payait les factures. Cet accord avec Vance, continua Julian, c'est tout. Leur infrastructure, leur réseau mondial, ils se branchent sur notre système et Sterling Innovations devient un standard mondial. Ce n'est pas une question d'argent, Greg, c'est une question d'héritage. C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Il s'agissait entièrement d'argent et du statut qui en découlait. « Alors, dit Gregory, quel est le nouveau plan? Parce que l'ancien plan d'envoi d'email ne fonctionne pas. » Julian sourit, un sourire de prédateur. « Le nouveau plan, c'est Victoria. C'est un requin. Elle a trouvé une entrée. Le gala annuel de charité Heart's Hope. C'est l'événement philanthropique le plus exclusif de l'année. On ne peut pas acheter de billets. Il faut être invité ou être un donateur majeur. Et nous ne le sommes pas, déclara Gregory catégoriquement. Non, mais la fondation familiale de Victoria a acheté une table pour une somme obscène. Nous y allons. Et plus important encore, nous savons qui d'autre y va. Il tapota son moniteur. Un fichier s'ouvrit, montrant une photo floue, vieille de plusieurs décennies, d'un homme aux yeux perçants et sévères. « Arthur Vance !» souffla Julian. L'homme lui-même, c'est un reclus. Il n'a pas été photographié en public depuis les années 90, mais il est le mécène principal de l'aile pour enfants Heart's Hope. Il y assiste toujours, même s'il reste dans sa suite privée.
Si je peux obtenir 5 minutes, juste 5 minutes dans une pièce avec lui, je peux conclure cette affaire. Et si tu ne peux pas, je le ferai, dit Julian. Victoria planifie déjà son assaut. Elle tisse des réseaux, découvre qui sont ses gardiens, quels sont ses intérêts. Elle assure notre avenir, contrairement à Eliza, qui ne pouvait même pas se donner la peine d'équilibrer un chéquier. Il jeta un coup d'œil à son téléphone. Un message de Victoria. J'ai le plan de table. Nous ne sommes nulle part près de lui. Mais j'ai un plan. Où sont les smoking Tom Ford? Nous devons avoir l'air de déjà posséder le monde. Il sourit. Oui, c'est des... dit-il à la pièce vide. Nous le faisons. Il s'était débarrassé de son passé inutile et filait vers un avenir où personne ne pourrait plus jamais remettre en question son pouvoir. Il était un architecte et il construisait un gratte-ciel sur les cendres de son premier mariage raté. Eliza était assise dans le petit bureau arrière, encombré de la galerie Séraphin. Devant elle, un tableur détaillé de l'inventaire de la galerie, de ses frais généraux et, pour être franche, de son état des profits et pertes décevants. Sa patronne, une femme gentille mais confuse nommée Madame Delicourt, croyait qu'Eliza était douée avec les chiffres et lui avait confié la tâche de trouver un moyen de rendre la prochaine vente aux enchères rentable. En réalité, Eliza effectuait une diligence raisonnable. Son téléphone, un modèle simple et quelconque, vibra sur le bureau. L'écran s'alluma avec un identifiant unique et inaltérable. Père. Elle le fixa. Pendant un long moment, elle envisagea de le laisser aller à la messagerie vocale. Elle l'avait déjà laissé sonner pendant des jours par le passé. Mais aujourd'hui, après la rencontre avec Béatrice et Victoria, le simple mot brûlant inutile lui fit appuyer sur le bouton d'acceptation. « Vous avez appelé, dit-elle, sa voix plate. Une voix grave et rocailleuse, habituée à déplacer les marchés et à renverser les gouvernements, répondit. Elle était, comme toujours, dépourvue de préambule. « Élisabeth, ton année sabbatique a duré 5 ans et 3 mois. Tu évalues toujours ce petit vendeur de toiles. C'est une galerie d'art, père, et c'est une acquisition potentielle pour le programme d'incubateur artistique de la Fondation. La diligence raisonnable est ce que vous m'avez appris. Un souffle sec. Je t'ai appris à évaluer une fusion d'1 milliard de dollars en un après-midi, pas à compter les pinceaux. C'est un passe-temps. C'est une vie, dit Eliza doucement, mais avec une colonne vertébrale d'acier qu'il connaissait bien. C'est celle que j'ai choisie, celle loin de Vance Holdings, loin du nom. Je voulais. Tu voulais être normal, finit-il, le mot empreint de dédain. Tu voulais être aimé pour ton vrai moi. Comment cette expérience a-t-elle fonctionné, Élisabeth? Tu as épousé un charlatan, un paon prétentieux qui ne t'aimait pas. Il aimait l'idée d'une épouse docile et sans but, une ardoise vierge, jolie et commode. Tu as eu raison de le quitter. Tu as été faible de rester si longtemps. Eliza ferma les yeux. C'était la même dispute qu'ils avaient eue pendant des années. Elle avait fui sa cage dorée, désespérée de prouver qu'elle n'était pas seulement la fille d'Arthur Vance, et avait volé directement dans celle de Julian. Julian, qui voyait sa nature calme non pas comme une force, mais comme un vide. Il lui avait projeté l'étiquette d'inutile parce que cela le faisait se sentir puissant. « Pourquoi avez-vous appelé, père? » « Le gala Heart's Hope, dit-il, changeant de sujet instantanément. « Tu y assisteras. » Le sang d'Eliza se figea. « Absolument pas. Je ne suis pas Elizabeth Vance. Je suis Eliza. Je suis juste Eliza. Je ne peux pas y aller. »« Tu peux et tu y iras, » commanda-t-il. « Pas en tant que ma fille. En tant que toi-même. La galerie de Madame Delicourt est, comme tu le sais, une bénéficiaire de la Fondation. Ils font donc d'une œuvre pour la vente aux enchères. Tu iras en tant que représentant de la galerie. Tu défendras l'art. Tu observeras. » « Observer quoi? »« Toi à distance, je t'observe, Elizabeth. Et j'observe un investissement potentiel. Une petite entreprise technologique odieuse appelée Sterling Innovations. Leur PDG est excessivement agressif, fade, mais la technologie a du potentiel. Il bombarde mon bureau depuis des semaines. L'estomac d'Eliza se serra.
Sterling Innovations, l'entreprise de Julian. Il y eut un long silence pesant. Quand Arthur Vance parla à nouveau, sa voix était d'un froid différent, plus dangereux. « Ton ex-mari? » »« Oui, je vois. Cela complique les choses. »« Je ne vois pas pourquoi, » dit Elisa, sa voix se durcissant. « Ma vie personnelle n'a rien à voir avec vos affaires. Jamais. »« Ne sois pas stupide, enfant, » claqua-t-il. « Tout est affaire. Et ceci est maintenant intéressant. Ce Julian Sterling, il ne sait pas, n'est-ce pas? » « Il n'a aucune idée, » dit Eliza. « Pour lui, je suis l'épouse inutile et dépendante qu'il a gracieusement larguée. Il pense que je viens d'une modeste famille et de la classe moyenne disparue depuis longtemps. » Une autre pause, celle-ci emplie d'une énergie glaçante et calculatrice. « Bien, » dit Arthur Vance. « Alors ta présence au gala n'est plus une demande. C'est une nécessité. Tu seras mes yeux et mes oreilles. Je veux voir comment ce paon se pavane quand il ne sait pas que le lion est dans la pièce. Je veux connaître le caractère de l'homme qui me demande de l'argent. Et tu vas me le montrer. »« Je ne suis pas un accessoire dans l'un de vos jeux, » répliqua-t-elle. « Non, » acquiesça-t-il, sa voix s'adoucissant juste un peu. « Tu ne l'es pas. Tu es ma fille, et il est grand temps que tu te souviennes de ce que cela signifie. Cela ne signifie pas se cacher dans un magasin poussiéreux. Cela signifie que tu détiens le pouvoir. Cela signifie que tu n'es jamais inutile. » La ligne raccrocha. Eliza resta assise dans le silence du bureau arrière, l'état des profits et pertes oubliés. Son père avait tort. Il pensait qu'elle se cachait. Mais elle ne se cachait pas, elle attendait. Elle avait été dans l'ombre si longtemps. Elle n'était pas sûre de se souvenir comment sortir de l'ombre. Mais maintenant, il semblait que la lumière venait la trouver. Julian, Victoria et son père convergeant tous un soir. Ce n'était pas une fade. C'était une course à la collision. La semaine précédant le gala Heart's Hope fut une sorte d'enfer particulier pour Julian. Son désespoir était une chose palpable, un goût métallique dans sa bouche. Chaque tentative de franchir les murs de Vance Holdings avait échoué. Ses appels étaient redirigés vers un assistant d'assistant. Ses emails étaient accueillis par des réponses automatiques. Sa proposition soigneusement élaborée, celle qui détaillait la synergie révolutionnaire de leur plateforme, fut accueillie par un silence assourdissant. « C'est impossible », rugit-il, claquant son téléphone sur son bureau. Les pétales d'orchidée frissonnaient. « C'est comme si l'homme n'existait pas. C'est un fantôme. »« Il existe, » dit Victoria sans lever les yeux de sa tablette. Elle était assise sur son canapé en cuir minimaliste, les jambes croisées. Elle évaluait des robes de créateur. « Et tu t'y prends complètement mal, Julian. Tu as l'air avide. Ces gens, des gens comme Arthur Vance, ils peuvent sentir le désespoir. C'est comme, elle fronça le nez, comme une eau de Cologne bon marché. Alors, que suggères-tu, Victoria? Nous espérons juste qu'il se promène jusqu'à notre table au gala. » « Non, » dit-elle, levant enfin les yeux. Ses yeux étaient vifs et durs. « Nous créons un événement, un moment. J'ai fait mes devoirs. Vance ne donne pas seulement à cette œuvre de charité. Sa défunte épouse, Laura Vance, l'a fondée. Ce gars-là, c'est sa seule vulnérabilité personnelle. Il ne se soucie pas de la technologie. Il se soucie de ça. Alors, nous faisons un don, dit Julien, confus. Non, ricana-t-elle, c'est un milliardaire. Notre don serait une erreur d'arrondi. Non, nous devons montrer que nous partageons ces valeurs. La vente aux enchères, c'est la clé. La vente aux enchères d'or. Oui, c'est la pièce maîtresse de la soirée. Ils vendent aux enchères 5 ou 6 pièces importantes. La rumeur dit que Vance lui-même en achète discrètement une chaque année par l'intermédiaire d'un mandataire pour sa collection privée. C'est notre entrée. Nous allons enchérir sur la même pièce que lui. Julien la fixa. Es-tu folle? Nous ne pouvons pas nous permettre une guerre d'enchères avec Arthur Vance. Nous n'avons pas besoin de gagner, Julian. Nous avons juste besoin d'enchérir. Nous faisons monter les prix.
Nous montrons que nous sommes dans la même catégorie. Nous sommes passionnés par l'art, passionnés par la charité. Nous ne sommes pas juste des drones technologiques. Nous sommes des philanthropes. Nous sommes des pères. Ensuite, après avoir gracieusement perdu l'enchère face à lui, tu vas voir son mandataire, tu le félicites et tu dis « Monsieur Vance a un excellent goût. J'adorerais discuter aussi de son goût en matière de technologie. » C'est brillant. Julien laissa le plan s'installer dans son esprit. C'était brillant, c'était audacieux, public, et cela les positionnait exactement comme ils voulaient être vus. « Victoria, tu es un génie. » Elle sourit. « Je sais. Maintenant, la pièce maîtresse cette année provient apparemment d'un petit endroit local appelé la Galerie Sarafen. Quelque chose d'affreux et contemporain. Nous devrons la chercher, faire semblant d'être des experts de l'artiste. » Galerie Sarafen. L'esprit de Julien tournait, le nom lui était familier. « Attends, c'est... Mon Dieu, c'est là qu'Elisa travaille. » Le sourire de Victoria disparut. « Quoi? » « C'est son petit emploi, la galerie. » Victoria resta silencieuse un instant, son esprit en pleine course. Puis un sourire lent et malveillant se répandit sur son visage. « Oh! Oh, ce n'est pas un problème, c'est un bonus. » « Comment? Tu ne vois pas? Elle sera là, au travail, probablement en train de servir du champagne ou de rester près du tableau comme une petite gardienne de musée. Julienne, c'est parfait, c'est le coup de verse ultime. Nous allons enchérir des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, sur un tableau de la boutique même où travaille ton ex-femme inutile. Le contraste, le symbolisme, c'est poétique. Julien l'imagina. Lui dans son smoking Tom Ford, la palette en l'air, un titan de l'industrie, et de l'autre côté de la pièce, Eliza dans son petit uniforme de travail terne, le regardant conquérir le monde qu'elle avait abandonné, le regardant avec la nouvelle femme supérieure qui comprenait sa grandeur. Le désespoir dans son ventre fut remplacé par une montée de puissance chaude et excitante. C'est poétique, acquiesça-t-il, sa voix basse. La façade de son stress et de son anxiété ne s'est pas seulement effondrée, il l'a démolie. Il n'était plus un homme désespéré cherchant à obtenir un rendez-vous. Il était un roi sur le point de réclamer son trône. Et le monde entier, y compris son ex-femme pathétique, était sur le point d'observer. La salle de bal du Cipriani Wall Street était d'une étendue stupéfiante d'opulence. Des plafonds voûtés s'élevaient dans l'obscurité. Des colonnes grecques se dressaient comme des sentinelles, et l'air scintillait de la lumière de 1000 diamants et du son de rire cultivé et puissant. Ce n'était pas une fête. C'était le déploiement d'une strate très spécifique, très isolée de l'existence humaine. Julian se sentait respirer un air raréfié. Son smoking Tom Ford lui allait comme une seconde peau. Victoria, à son bras, était une vision dans une robe Giovanni rouge sang, ses diamants étincelants comme des armes. Ils étaient arrivés. « Bien, » murmura Victoria, ses yeux balayant la pièce. « Table 42, c'est à l'arrière, mais ça va. Nous ne sommes pas ici pour nous asseoir. Nous sommes ici pour chasser. La vente aux enchères commence dans 30 minutes. » Tandis qu'il naviguait entre les tables, Julian scanna la pièce. Non pas pour Arthur Vance, mais pour Eliza. Il la repéra presque immédiatement. Elle se tenait debout, comme Victoria l'avait prédit, près de l'exposition d'art. La pièce maîtresse était une grande toile dramatique aux couleurs abstraites et tourbillonnantes. Eliza ne portait pas un uniforme terne. Elle portait une simple robe longue bleu nuit profond. Elle n'avait pas de bijoux, pas de paillettes. Ses cheveux étaient tirés en un chignon simple et élégant. Elle ne portait aucun bijou, à part d'une paire de simples boucles d'oreilles en perles. Et pourtant, elle attirait les regards. Il y avait en elle une quiétude, une maîtrise de soi qui était nouvelle. Elle n'était pas une assistante de galerie agitée. Elle avait l'air, pensa Julian, avec une pointe d'agacement, d'avoir sa place ici. « La voilà », siffla Victoria, remarquant son regard.
Mon Dieu, elle a même l'air ennuyeuse. Regarde-la, juste là, debout comme un meuble. Allons lui dire bonjour, dit Julian, un sourire cruel effleurant ses lèvres. Il avait besoin de rétablir le récit dans sa propre tête. Il avait besoin de la voir tressaillir. Ils tracèrent un chemin directement vers elle. Eliza les vit arriver. Son visage resta parfaitement neutre. « Eliza, ma chère, dit Julian, sa voix résonnant légèrement, attirant l'attention de quelques personnes à proximité. « Je suis tellement étonné de vous voir ici. Je ne savais pas que le personnel était autorisé à se mêler avant l'événement principal. » Eliza le regarda. Ses yeux étaient clairs, et pour la première fois, il réalisa qu'ils n'étaient pas bruns, mais d'un vert profond et sombre. Julian, Victoria, la galerie a été invitée à présenter la pièce maîtresse de la vente aux enchères. Je suis la représentante de la galerie. La représentante? Oh, c'est une jolie façon de le dire. Lança Victoria, riant comme si Eliza avait raconté une charmante plaisanterie. Eh bien, vous et le tableau, vous avez tous les deux l'air très bien mis en scène. Elle caressa la veste du costume de Julian. Mon Julian est tellement excité par cette vente aux enchères. Nous prévoyons d'enchérir sur ce même tableau. Un petit souvenir de la soirée, une soirée où il conclut la plus grande affaire de sa vie. Elle se pencha, sa voix tombant à un chuchotement conspirateur et venimeux. Il est en négociation avec Vance Holdings. Vous savez, il est enfin libéré de tous ses échecs passés. Il est sur le point de devenir une légende. Et vous, eh bien, vous êtes ici à vendre des tableaux. C'est adorable. Le regard d'Eliza ne vacilla pas. Il se déplaça simplement de Victoria à Julian. C'est ce que vous faites, Julian. Conclure une grande affaire. La plus grande de ma vie, confirma-t-il, bombant légèrement le torse. C'est un peu complexe. Vous ne comprendriez pas les chiffres. Mais disons simplement que demain, le monde aura l'air très différent. Je n'en doute pas, dit Eliza, sa voix douce. Le monde peut changer en un instant. Julian, mon chéri, regarde, s'exclama soudain Victoria, lui saisissant le bras. C'est Madame Astor, la présidente du comité. Et oh mon Dieu, il y a un homme avec elle. Il est... Julian se tourna. Un petit entourage se déplaçait d'une alcôve privée vers la scène. En son centre se trouvait une femme d'une 60aine d'années. Mais l'homme à ses côtés était plus âgé, avec une tignasse de cheveux blancs et les yeux les plus perçants et intelligents que Julian ait jamais vus. Il se déplaçait avec une autorité qui faisait paraître tous les autres dans la pièce comme des enfants. « C'est lui », murmura Julian, son cœur battant la chamade. « C'est Arthur Vance. »« Il est là », souffla Victoria, ses doigts s'enfonçant dans son bras. « Il est dehors. C'est notre chance. » « Il va sur scène, » dit Julian, son esprit en pleine course. « La vente aux enchères, notre plan, c'est parfait. Il nous regardera pendant que nous enchérirons. » Julian adressa à Eliza un dernier sourire arrogant. « Vous devriez regarder ça, Eliza. C'est comme ça qu'on construit le vrai succès. Pas en restant dans l'ombre, mais en prenant ce qu'on veut en pleine lumière. »« Je le ferai, » dit Eliza, ses yeux ne quittant jamais la scène. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Julian prit le bras de Victoria et ils se dirigèrent vers leur table, leur cœur battant à tout rompre avec le frisson de la chasse. Ils étaient ainsi concentrés sur la scène, sur l'homme qui marchait vers elle, qu'ils ne remarquèrent pas le petit hochement de tête presque imperceptible qu'Arthur Vance fit alors que ses yeux balayaient la pièce. Un hochement de tête qui était dirigé directement vers la femme inutile à la simple robe bleue, debout près de l'or. Le commissaire-priseur, un homme charismatique à la diction rapide, venait de vendre une semaine sur une île privée pour une somme astronomique. La salle bourdonnait, alimentée par le champagne et généreuse. « Et maintenant, mesdames et messieurs, » claironna le commissaire-priseur, « notre dernier et plus important article de la soirée, une magnifique pièce de l'artiste visionnaire Callan Lach, généreusement offerte par la Galerie Sarafen, L'écho d'Andromède.
Nous commencerons les enchères à 50 000 $. C'est ça, murmura Julian à Victoria. Il leva sa palette. 50 000 $. Nous avons 50 000 $, cria le commissaire-priseur. J'entends 75 000 $. Une palette se leva dans le coin. 75 000 $. 100 000 $, répliqua Julian, sa voix ferme. Il se sentait puissant. Il jeta un coup d'œil à Arthur Vance, qui était assis au premier rang, regardant la scène avec une expression placide. 100 000 $. J'entends 125 000 $. La palette dans le coin se leva immédiatement. 125 000 $. 150 000 $, déclara Julian. Ça devient cher, siffla Victoria, son sourire se crispant. C'est un investissement, répondit Julian. La palette dans le coin se leva immédiatement. 175 000 $. 200 000 $, dit Julian, la mâchoire serrée. La salle était silencieuse maintenant. C'était une vraie bataille. Nous avons 200 000 $ de M. Sterling, annonça le commissaire-priseur. Une fois, 2 fois, 250 000 $. La voix vint du premier rang. Elle était calme, amplifiée par un microphone tenu par un assistant. Arthur Vance n'avait pas levé de palette. Il avait simplement parlé. La salle éclata en applaudissements. Le cœur de Julian se serra, mais il se recalibra rapidement. C'était le plan. C'était mieux que le plan. Quel geste, s'écria le commissaire-priseur. Vendu à M. Arthur Vance. Tandis que les applaudissements s'éteignaient, Madame Astor, la présidente du comité, s'approcha du microphone. Merci, Arthur. Votre générosité, comme toujours, est le fondement de notre fondation. Elle consulta ses notes. Et maintenant, un mot de remerciement spécial. Nous ne sommes pas seulement reconnaissants pour cette dernière magnifique enchère, mais aussi pour la conservatrice qui a trouvé cette pièce et qui a personnellement supervisé le nouveau programme artistique de l'aile pour enfants, Elara Vance de la Fondation, au cours de la dernière année. Julian et Victoria applaudirent poliment, complotant déjà comment intercepter Vance au moment de son départ. Cette femme, continua Madame Astor, sa voix chaleureuse, a travaillé inlassablement, et elle l'a fait dans un anonymat parfait, comme elle le souhaitait. Mais ce soir, nous avons insisté, veuillez vous joindre à moi pour remercier la chef de notre comité des acquisitions et le véritable cœur derrière notre nouvelle aile, Molly Elizabeth Vance. Le projecteur ne se déplaça pas vers la scène. Il pivota, balayant la salle et atterrissant directement sur Elisa. Elle se tenait debout, comme elle l'avait fait toute la nuit, près du tableau. Elle eut l'air un instant prise au dépourvu, puis elle inclina simplement la tête, un signe de reconnaissance gracieux et royal. La salle de bal était totalement silencieuse. On aurait entendu un diamant tomber. Le sang de Julian ne s'était pas seulement figé, il avait gelé dans ses veines. Il regarda, la bouche bée. « Elizabeth Vance », murmura-t-il. C'était impossible. C'était une blague. Le visage de Victoria était devenu d'un blanc crayeux et squelettique. Sa bouche rouge parfaitement maquillée formait un petit dos d'horreur. « Non, dit Julian, se levant. Non, c'est Eliza Sterling, mon ex-femme. Elle travaille à la galerie. Elle est inutile. » Sa voix dans la pièce silencieuse était tragiquement forte. Toutes les têtes se tournèrent vers lui, puis toutes les têtes se tournèrent de nouveau vers la scène alors qu'Arthur Vance se levait et prenait le microphone à Madame Astor. Il ne regarda pas la foule. Il regarda directement Julian. Sa voix n'était pas la voix grave et rocailleuse du téléphone. C'était une voix claire, froide comme une lame arctique qui traversait toute la vaste salle. Monsieur Sterling, n'est-ce pas? De Sterling Innovations. Julian sentit ses jambes pour infléchir. Monsieur Vance, il y a eu une erreur, La seule erreur, dit Arthur Vance, fut la vôtre. Vous avez raison sur un point. C'est bien votre ex-femme. Il descendit de la scène, traversa la salle et s'arrêta directement devant Eliza.
Il posa une main sur son épaule, un geste de profonde, inébranlable possession et fierté. Ce que vous et le reste du monde n'avez pas réussi à réaliser, continua Vance, sa voix résonnant d'une froide fureur, c'est qu'elle est aussi ma fille, la seule héritière de Vance Holdings, la femme inutile que vous avez rejetée. Victoria fit un petit son étranglé comme celui d'un oiseau mourant. Le, le programme artistique, bégaya Julian. Le petit emploi, dit Elisa, et sa voix, bien que calme, était maintenant le seul son dans l'univers. C'était de gérer un fonds philanthropique de 50 millions de dollars pour l'aile pour enfants. La galerie Séraphin, je finalisais son acquisition. La fondation de mon père en fait un incubateur à but non lucratif pour jeunes artistes. Mon passe-temps, comme vous l'appeliez. Elle le regarda et pour la première fois, il ne vit pas la femme discrète et effacée. Il vit l'intelligence froide et brillante de son père. Il vit une lionne. Vous avez dit que je ne comprendrais pas les chiffres de votre accord, dit-elle. Ma proposition, coupa Arthur Vance, lui a été transmise, comme toutes les propositions concernant nos divisions technologiques et médiatiques. Elle est la chef de cette division. J'ai lu votre proposition hier soir, Julian, dit Eliza. Celle que vous avez envoyée 3 fois. Elle est imprudente et arrogante. Ce furent mes notes exactes. Vous avez surendetté votre entreprise pour acquérir les nouveaux brevets. Toute votre infrastructure est un château de cartes. Vous n'êtes pas innovant. Vous êtes juste désespéré. Elle utilisa son propre mot contre lui, désespéré. Quant à votre enchère de ce soir, dit Arthur Vance d'un geste dédaigneux, c'était un spectacle pathétique et transparent. Ma fille et moi, il désigna le tableau, avons acheté cette pièce cet après-midi. Votre petite guerre d'enchères était avec mon mandataire, qui avait pour instruction de vous laisser gagner si vous aviez été assez stupide pour dépasser 250 000 $. Nous voulions voir jusqu'où vous iriez pour vider vos poches pour une façade. Le monde de Julian Sterling ne s'est pas seulement effondré, il a été dynamité. Il regarda Victoria, qui était maintenant à 6 pieds de lui, comme s'il était malade. Il regarda les visages des investisseurs, des courtiers en pouvoir, des icônes de la société, tous le fixant avec un mélange de pitié et de mépris. Il était une blague, un imbécile. Arthur Vance passa son bras autour de la taille d'Eliza. Mes avocats de Gibson, Dunn et Crutcher contacteront votre conseil d'administration dès demain matin pour discuter des inexactitudes de votre proposition. Quant à votre partenariat, il est mort. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, ma fille et moi avons un gala à apprécier. Ils se retournèrent et s'éloignèrent comme un seul homme, laissant Julian Sterling seul au milieu des ruines de son ambition, comprenant enfin ce que signifiait vraiment être inutile. Les conséquences ne furent pas des retombées silencieuses. Ce fut un bombardement corporatif. La nouvelle de l'humiliation publique de Julian Sterling au Gala Hearts Hope se répandit dans le monde financier dès le matin. L'expression imprudent et arrogant, les mots exacts d'Eliza, fut divulguée par un membre anonyme du conseil d'administration de Vance Holdings et parut dans le Wall Street Journal à midi. L'action de Sterling Innovations, qui était publique, contrairement à l'empire privé de Vance, ne chuta pas seulement, elle s'effondra complètement. Les actionnaires, réalisant que leur PDG n'avait pas seulement échoué à obtenir l'affaire de sa vie, mais avait personnellement insulté la famille qui détenait les clés, intentèrent un recours collectif. Gregory, l'associé que Julian avait si souvent dédaigné, orchestra un coup d'État au conseil d'administration, soutenu par les investisseurs restants. Julian fut évincé, chassé de sa propre entreprise, son nom rayé de l'entête. Victoria Thorne était partie avant le lever du soleil. Les fiançailles furent annulées par un message texte de son avocat. Le diamant de 10 carats fut laissé sur le bureau en acier, son éclat aussi froid et vide que les promesses qui avaient été faites à son sujet. Julian, il s'avéra, avait financé la bague, la Maybach et le penthouse en s'attendant à la convence.
Sans cela, il était plus que fauché. Il était un exemple à ne pas suivre. Il fut vu pour la dernière fois par Béatrice, sa mère, se disputant avec un barista au même café où ils avaient autrefois raillé Eliza. Il avait l'air maigre, gris et complètement vaincu. Mais cette histoire n'a jamais vraiment été à propos de Julian. Elle était à propos d'Eliza. Elle ne prit pas, comme son père l'avait espéré, sa place à la tête du conseil d'administration de Vance Holdings. Le lendemain du gala, elle ne portait pas un tailleur. Elle était en jean à la galerie Seraphine, supervisant sa transition. Quand son père arriva, il la trouva non pas dans le bureau, mais sur une échelle, aidant un jeune artiste nerveux à accrocher une nouvelle pièce. Elizabeth, dit-il, sa voix résonnant dans la pièce qui se vidait. Elle baissa les yeux, un petit sourire sur le visage. Père, venu compter les pinceaux? Il ignora la pique. Le conseil de Sterling a accepté vos conditions. Il liquide ses actifs. Vous avez été minutieuse. J'ai été juste, corrigea Eliza. J'ai donné à Gregory le vrai talent, un chemin vers la solvabilité. J'ai juste supprimé la partie imprudente. Alors, vous avez fini? Il ne posait pas une question. Votre bureau vous attend. Votre nom est sur la porte. Elizabeth Vance, présidente des acquisitions globales. Eliza descendit lentement de l'échelle. Elle se tint devant lui, son père, l'homme qui était une légende. L'homme qui, à sa manière, l'avait aussi appelé inutile pour avoir voulu une vie différente. Non, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Les yeux d'Arthur se plissèrent. Non, je ne reviens pas au 60e étage. Je ne serai pas Elizabeth Vance, présidente, pas à votre manière. Qu'est-ce que c'est que ça? Exigea-t-il, après que nous leur ayons enfin montré. Vous leur avez montré, dit Eliza. Mais je dois me montrer à moi-même. Vous m'avez appris que tout est affaire. Julian m'a appris que l'amour peut être une transaction brutale. Et moi, j'ai appris que je ne veux pas être dans les affaires de l'inutilité. Ne pas l'étiqueter, ne pas le ressentir. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, dit-elle, désignant la galerie, que ceci est ma division, la fondation artistique Vancellara. Pas comme un passe-temps, pas comme une année sabbatique. En tant que PDG, je la dirigerai. Je ferai d'elle l'incubateur artistique le plus puissant du monde. Je trouverai les talents que personne d'autre ne voit. J'exploiterai le nom Vance, mais je le ferai à ma manière, pour eux. Elle désigna le jeune artiste qui les regardait avec des yeux écarquillés. Arthur Vance regarda sa fille. Il ne vit pas la jeune fille discrète qui s'était enfuie. Il ne vit pas l'épouse brisée qui était rentrée à la maison. Il vit pour la première fois une égale, une femme qui avait pris son pouvoir, la cruauté de son ex-mari et sa propre force tranquille, et les avait forgés en quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait pas prévu, quelque chose de mieux. Très bien, mademoiselle Vance, dit-il, l'utilisation de son nom était une concession, un couronnement. Votre budget sera sur votre bureau. Je vous enverrai ma proposition, répliqua Eliza, un petit sourire entendu sur le visage. Je suis sûr que vous la trouverez authentique. Il la laissa là dans la galerie, le soleil de l'après-midi inondant les fenêtres, illuminant la poussière de l'ancienne vie alors qu'elle était balayée pour faire place à la nouvelle. Eliza n'était enfin pas une fille. Elle n'était pas une ex-femme. Elle n'était pas inutile. Elle était l'architecte, et elle construisait enfin un monde où elle avait sa place. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où le nom Eliza était mort, et Elizabeth Vance était renaître dans le feu et l'humiliation publique. Mais la femme qui se tenait au centre de la galerie animée et lumineuse n'était ni l'une ni l'autre de ces personnes. Elle était enfin juste Eliza. La galerie Seraphine était méconnaissable. Ce qui avait été un espace poussiéreux, calme et légèrement désespéré était maintenant le fleuron de la fondation artistique Vancellara. Le nom qu'Eliza avait choisi honorait sa défunte mère, la femme qui avait en fait fondé l'œuvre de charité Heart's Hope, la femme qui avait aimé l'art avec une passion que son père Arthur n'avait jamais vue que comme un passe-temps.
Ce soir, c'était l'ouverture de la première exposition thématique de la Fondation, Nouveaux Horizons. Ce n'était pas un gala guindé. Il n'y avait pas de dîner à 1 000 $ l'assiette. C'était bruyant, vibrant et rempli de jeunes artistes, d'étudiants, de vrais collectionneurs et de conseillers municipaux. Le vin coulait à flot. Un quatuor à cordes jouait de la musique contemporaine et l'air vibrait d'une véritable excitation. Eliza, vêtue d'une combinaison pantalon élégante mais pratique, se déplaçait dans la foule avec une autorité facile et discrète. Son ancienne patronne, Madame Delicourt, était maintenant la conservatrice en chef de la fondation, le visage rougi d'une joie qu'Eliza n'avait jamais vue. « C'est un triomphe, Eliza, » murmura Madame Delicourt, lui serrant le bras. « Les nouvelles pièces de Kalin sont transcendantes et se vendent. Nous avons déjà vendu les 3 sculptures principales. Ils le méritent. » Eliza sourit. Kalin Lash, l'artiste dont l'écho d'Andromède avait été la pièce maîtresse de la vente aux enchères du gala, était maintenant la nouvelle sensation du monde de l'art. Il était à l'autre bout de la pièce, un homme grand, attachant et maladroit, en chemise de lin tachée de peinture mais coûteuse, essayant d'expliquer sa technique de soudure à un critique captivé du New York Times. Le petit emploi d'Eliza était devenu une puissance en 6 mois. Son premier acte en tant que PDG avait été d'identifier 5 autres artistes brillants à la Kalin sur le point d'abandonner. Elle ne leur a pas seulement offert une exposition, elle leur a donné des bourses, un espace de studio dans un entrepôt converti à Brooklyn et un plan de soins de santé. Elle était, comme son père l'avait brusquement noté, en train de construire un vivier d'actifs. Elle appelait cela « développer le potentiel ». Une grande figure imposante apparut à son coude et la foule bruyante sembla s'écarter pour lui instinctivement. « Père, » dit Eliza se tournant, « je suis contente que vous soyez venu. » Arthur Vance, dans son costume sur mesure impeccable habituel, semblait profondément déplacé. C'était un requin dans un étang à Carpecoy, ses yeux perçants balayant la pièce, l'art, les gens. Il ne regardait pas l'art, il l'évaluait. « C'est efficace, dit-il finalement, sa plus haute forme de compliment. J'ai lu le rapport trimestriel. Vous avez transformé cette galerie en une entité autosuffisante en 6 mois. Le fonds Nouveaux Horizons a déjà triplé son capital de départ grâce aux mécènes d'entreprise. Et les prix de ce Kalin, ils ont quadruplé. Vous avez accaparé le marché de toute sa collection précoce avant de le rendre célèbre. Une brillante acquisition prédatrice, Elisabeth. » C'était son langage de l'amour, le seul qu'il connaissait vraiment. Il la vit enfin comme une Vance. Eliza sourit, un petit sourire entendu. « Je suis contente que les chiffres vous plaisent, père, mais je trouvais juste son travail beau. Et quand je l'ai rencontré, il était sur le point de vendre ses outils de soudure pour payer son loyer. Il peignait dans un garage non chauffé. Maintenant, il a un studio, 2 apprentis, et sa mère subit l'opération dont elle a besoin depuis 5 ans. C'est le ROI sur lequel je me concentrais. » Arthur resta silencieux. Il détourna le regard d'elle pour observer une grande sculpture imposante de bronze et de verre recyclé. « Ta mère, Elora, elle aurait aimé ça, ce bruit, cette couleur. » Il marqua une pause, sa voix baissant. Elle disait toujours « Je voyais le prix de tout et la valeur de rien. Il semble qu'elle ait réussi à t'enseigner la différence. » C'était le plus proche qu'il ne se soit jamais approché d'une excuse. C'était pour eux une percée. « Elle l'a fait, » dit Eliza doucement. « Restez-vous? Kalin veut vous remercier. »« Non, » grogna Arthur se tournant déjà. « J'ai une fusion à tuer à Zurich. » Mais il regarda en arrière, son regard inhabituellement doux. « Bien joué, mademoiselle Vance. » Il était parti. Eliza le regarda partir, ne ressentant pas l'ancienne douleur familière de sa désapprobation, mais un nouveau sentiment tranquille de partenariat. Il était le requin. Elle était l'architecte et d'une manière ou d'une autre, ils avaient trouvé un moyen de nager dans le même océan. Plus tard cette semaine-là, Eliza était dans son nouveau bureau. L'ancienne arrière-salle encombrée,
était maintenant réaménagé avec des lignes épurées, du bois naturel et une grande fenêtre donnant sur un petit jardin. Elle examinait des demandes de subvention lorsqu'une alerte info apparut sur son écran. Elle cliquait rarement sur les potins de la société, mais le titre attira son attention. Il provenait d'un blog de bas étage. La photo était granuleuse, prise à l'ouverture d'une boîte de nuit. On y voyait Victoria Thorne s'accrocher au bras d'un promoteur immobilier sexagénaire et chauve. La légende était méprisante. Des visages que nous n'avons pas vus depuis un moment. Victoria Thorne, autrefois fiancée au PDG de technologie en disgrâce Julian Sterling, a été vue faisant un effort vaillant pour réseauter à l'ouverture du Vibe. Un observateur a noté qu'elle semblait désespérée d'entrer dans la section VIP. C'est une dure chute depuis Giovanni au Gala Hearts Hope. Eliza continua de lire. L'article mentionnait que la fondation familiale Thorne, profondément embarrassée par le scandale et le jugement épouvantable de Victoria, l'avait discrètement retirée du conseil et avait considérablement réduit son allocation. Elle n'était plus, notait le blog avec joie, sur la liste A. Elle était exactement ce qu'elle avait toujours craint, un ornement légèrement terni, écarté pour des modèles plus récents. Eliza sentit un mot familier résonner. Avide, l'insulte de Victoria pour Julian. Quelle ironie. Elle ne ressentit ni triomphe, elle ne ressentit pas de pitié, elle ne ressentit rien. Un léger désintérêt clinique, elle ferma l'onglet. L'histoire de Victoria, à son avis, était terminée. Il n'en était cependant pas de même pour Julian. La rencontre eut lieu 2 jours plus tard. Eliza s'était faufilée dans le petit café, celui-là même où Béatrice et Victoria l'avaient acculée pour prendre un café avant un rendez-vous. Il pleuvait, un après-midi de novembre froid et misérable. Elle secouait son parapluie lorsque la clochette de la porte tinta derrière elle. Un homme, les épaules affaissées, entra. Il portait une veste de costume fine et froissée sur un polo délavé. Ses cheveux se clairsemaient, son visage était émacié et gris. La sévérité arrogante de sa mâchoire ciselée avait disparu, remplacée par un désespoir hanté aux yeux creux. Il passa devant elle en direction du panneau « Embauche » collé à la fenêtre. Eliza se figea. C'était Julian. Il ne l'avait pas vu. Il s'approcha du comptoir et le jeune gérant leva les yeux. « Puis-je vous aider? »« Oui, » dit Julian, sa voix un raclement sec. « Je suis ici pour le poste d'assistant gérante. J'ai envoyé une candidature en ligne. » Le gérant baissa les yeux vers un presse-papier. « Julian Sterling? »« Oui. »« D'accord. Vous avez de l'expérience en technologie, pas beaucoup en restauration. »« Je suis un apprenti rapide, » dit Julian, sa voix se brisant. « Je suis adaptable. J'ai vraiment besoin de ce travail. » Le cœur d'Eliza ne battait pas la chamade. Il se serra simplement. Une douleur sourde et triste pour le gâchis profond et catastrophique d'un être humain. Alors qu'il se détournait du comptoir, attendant que le gérant aille chercher le propriétaire, ses yeux rencontrèrent les siens. Le temps s'arrêta. Le visage de Julian subit une série rapide et laide de contorsions. D'abord l'incrédulité, puis une rougeur chaude et sombre de honte, puis une pure rage non adultérée. Et enfin, sous tout cela, une supplication pathétique et désespérée. Il la vit dans son manteau en cachemire, sa peau éclatante, toute sa présence rayonnant d'un succès tranquille et inébranlable. Il vit la femme qu'il avait jetée. Il fit un pas traînant vers elle. Eliza. Sa voix était à peine un murmure. « Bonjour, Julian, » dit-elle. Sa voix était parfaitement égale. Ni froide, ni chaleureuse, juste un fait. « Je... » bégaya-t-il, regardant autour de lui comme s'il espérait que personne ne le regardait. « Je ne savais pas que vous veniez toujours ici. »« J'aime le café, » répondit-elle, tout comme elle l'avait fait il y a tant de mois. « Eliza, s'il vous plaît, » souffla-t-il, et le désespoir dans ses yeux était terrible. « Ce que vous avez fait, vous n'étiez pas obligé. Vous m'avez détruit. Tout est parti. Mon entreprise, tout ce que j'avais. » Eliza le regarda.
Elle ne vit pas le monstre qui l'avait appelé inutile. Elle ne vit pas le mari qu'elle avait autrefois aimé. Elle vit un homme faible, un tyran, qui avait finalement subi les conséquences de ses propres actions. Non, Julian, dit-elle, sa voix toujours calme, le forçant à se pencher pour l'entendre. Je ne vous ai pas détruit. Vous l'avez fait. Vous étiez un château de cartes bien avant que je n'entre dans ce gala. Vous avez construit toute votre vie sur un mensonge. Le mensonge que vous étiez un titan autodidacte et que tout le monde autour de vous était soit un outil à utiliser, soit un fardeau à couper. Elle ramassa sa tasse de café sur le comptoir. Vous l'avez construite, dit-elle, sur le mensonge que j'étais inutile. Vous avez juste enfin dû faire face à l'architecte. Je suis désolé, murmura-t-il. C'était la plaidoirie désespérée d'un homme qui se noie, non pour le pardon, mais pour une bouée de sauvetage. Il voulait qu'elle arrange ça. Il voulait qu'elle appelle son père, qu'elle passe un coup de fil, qu'elle lui donne quelque chose. Eliza prit une gorgée de son café. Elle secoua la tête. Un petit mouvement final et mélancolique. Vous n'êtes pas désolé, Julian. Vous êtes juste pris au piège. C'est différent. Monsieur Sterling, appela le gérant du bureau arrière. Monsieur Peterson va vous recevoir maintenant. La tête de Julian se retourna brusquement. Il regarda le gérant, puis de nouveau Eliza, le visage masqué par une humiliation primaire et angoissante. Il avait été écarté. Non pas par un cri, non pas par une scène publique. Il avait été écarté comme une interruption, un fantôme. Il se retourna et, sans un mot de plus, se traîna vers le bureau arrière pour son entretien. Eliza le regarda partir. Elle posa un billet de 5 $ sur le comptoir et sortit sous la pluie. Elle ne regarda pas en arrière. Cette nuit-là, elle fut la dernière à quitter la galerie. Le vernissage fut un triomphe. Les artistes célébraient et la fondation était déjà un succès. Elle traversa les pièces silencieuses et magnifiques, le clair de lune inondant. Elle s'arrêta devant l'écho d'Andromède, le tableau du gala. Son père avait insisté pour qu'il soit déplacé ici en prêt permanent. Elle se tint devant, voyant les volutes de bleu foncé et de lumière explosive et pleine d'espoir. Le mot « inutile » résonna dans son esprit une dernière fois. Il avait été sa prison. L'inutile de son père pour ne pas vouloir son empire. L'inutile de Julian pour ne pas être son accessoire. Mais ils avaient tous les deux tort. Son calme avait été de l'observation. Son immobilité avait été de l'évaluation. Son passe-temps avait été sa formation. Elle n'était pas un ornement. Elle n'était pas une arme. Elle n'était pas définie par le nom Sterling, ni même par le nom Vance. Elle était Eliza, l'architecte, celle qui voyait le potentiel dans sa peinture, dans la pierre, et chez les gens que tous les autres avaient rejetés. Elle éteignit les lumières de la galerie, le clic de l'interrupteur définitif, et sortit dans la ville vibrante et vivante, enfin, complètement et incandescentement entière. Et c'est ainsi qu'Eliza prouva que la personne la plus puissante dans la pièce n'est pas la plus bruyante ou la plus riche. C'est celle qui connaît sa propre valeur. Il l'appelait inutile parce qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Il voyait son calme comme une faiblesse. Mais c'était le silence d'une lionne qui attendait. Elle n'avait pas besoin du monde de Julian et elle n'avait pas besoin de celui de son père. Elle a construit le sien. Qu'avez-vous pensé de l'incroyable moment de triomphe d'Eliza? Vous êtes-vous déjà senti sous-estimé tout en sachant que vous déteniez un secret depuis le début? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aimé le parcours d'Eliza et que vous voulez entendre plus d'histoires de karma, de justice et d'autonomisation, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons encore tellement d'autres histoires à vous raconter.